Alors là, je suis à l'intérieur d'un gros vaisseau. C'est un vaisseau mère, euh, un vaisseau des humains de la Nouvelle Terre, donc de la race humaine terrienne de la Nouvelle Terre. C'est un des nombreux vaisseaux mères ont été construits par l'humanité de la Nouvelle Terre. Avec, bien sûr, il y a eu des partenariats, des aides avec d'autres êtres, notamment des Pléiadiens. Donc on retrouve pas mal de technologies d'inspiration pléiadienne sur ce vaisseau. Déjà, je vais décrire un petit peu à quoi il ressemble du point de vue extérieur. Il est assez plat, hein, une forme un peu rectangulaire. En vue de dessus, il est assez rectangulaire. Il a une couleur presque blanche, couleur des reflets acier, mais assez clair. Et il est un peu pointu à l'avant. Et je vois des espèces de gros réacteurs à l'arrière de propulsion. Euh, donc ça c'est pour la forme extérieure. En termes de taille, euh, il fait à peu près 300-400 km de long et à peu près 100 km de large. Et en hauteur, à peu près 50 km. Et il y en a plusieurs de cette catégorie-là qui ont été construits par l'humanité de la Nouvelle Terre. Donc ce vaisseau mère, là, si je regarde un petit peu déjà la salle de navigation, de contrôle, je vois beaucoup d'écrans holographiques, c'est-à-dire ce sont des écrans qui sont projetés en trois dimensions dans le vide, euh, dans l'espace euh, de de la salle de commande. La couleur des écrans projetés est entre le vert et le bleu. Et donc, il y a plusieurs écrans comme ça qui sont projetés simultanément, qui représentent des paramètres de navigation, euh, des indications sur les paramètres de l'environnement stellaire autour du vaisseau. Euh, il y a des indications euh, sur les portails environnants, les portes spatio-temporelles qui sont dans l'environnement. Il y a des indications sur les déformations spatio-temporelles dans toute la zone qui entoure le vaisseau. Il y a aussi des indications sur tous les vaisseaux, les autres vaisseaux
qui circulent dans l'environnement à plusieurs années-lumière autour. C'est comme des scans qui sont faits en permanence pour savoir où se trouve le vaisseau, dans quel environnement il est au niveau spatio-temporel, et puis au niveau notamment des vaisseaux qui l'entourent. Ça permet de scanner la fréquence des vaisseaux et de savoir aussi de quelle provenance ils sont pour connaître un peu pas forcément leurs intentions, mais avoir des informations un peu sur quelle race les utilise. Et ça peut donner des indications quand même sur les intentions, soit plutôt bienveillantes, soit pas forcément très bienveillantes. Il y a des informations aussi qui peuvent être obtenues à distance sur les modes de propulsion et les technologies utilisées par les vaisseaux environnants. Et ça donne aussi des informations sur les races stellaires qui utilisent ces vaisseaux. Donc il y a il y a bien plus encore d'informations, c'est juste quelques éléments qu'on me donne là comme information pour décrire un petit peu le genre d'informations qu'on peut avoir dans cette salle de commande. Alors il y a des sièges pour ceux qui sont pilotes de ce vaisseau. Ce sont des sièges qui s'adaptent à la forme du corps. Donc la personne s'assoit et puis ensuite le fauteuil, entre guillemets, c'est comme s'il gonflait autour du corps et il prenait la forme du corps. Donc c'est extrêmement confortable. Et puis en plus il y a des systèmes de ceinture automatique qui se bouclent autour du corps pour que dès qu'il y a des mouvements assez importants du vaisseau, que ce soit complètement sécurisé. Il n'y a pas tellement de perception d'accélération, mais il peut y avoir des situations quand même où il y a besoin d'avoir que le corps soit le corps des personnes qui sont aux commandes doit être bien stabilisé. Donc ce sont des mesures de sécurité, mais c'est pas forcément concrètement, c'est pas forcément très utile la plupart du temps, parce qu'il n'y a pas les systèmes de propulsion, la plupart des systèmes de propulsion font qu'à l'intérieur du vaisseau, il n'y a pas de sensation d'accélération. Mais il y a quand même des cas particuliers. Dans certains cas, par exemple,
Euh, il y a par exemple à l'approche à l'approche d'une planète, euh, cette espèce de bouclier qui mettent en place tout autour du vaisseau mère pour qui bloque toutes les perceptions d'accélération. Ce bouclier, des fois, ils sont obligés de le désactiver euh, pour s'approcher davantage de la surface d'une planète. Et à ce moment-là, il peut y avoir donc des perceptions d'accélération. Mais en général, de toute façon, ce type de vaisseau, ces gros vaisseaux mers, là, ils se posent jamais vraiment sur des planètes. Ils restent en altitude et c'est que des petits vaisseaux qui sortent du vaisseau mère qui viennent jusqu'au sol. Donc, mais il y a quand même des situations où effectivement c'est pas ils sont obligés de désactiver ces espèces de boucliers euh, gravitationnels pour, pour s'approcher davantage de la surface d'une planète. Euh, et donc il y a dans les systèmes de commande, c'est très inspiré des techniques de pléadiens. Euh, Ça fonctionne par résonance avec l'ADN humain, c'est-à-dire que quelqu'un d'une autre race qui voudrait prendre les commandes du vaisseau, sauf si il obtient une autorisation particulière, mais sinon il peut toujours essayer de démarrer, de faire fonctionner le vaisseau, ça ne marchera pas. Parce que son ADN ne va pas entrer en résonance avec le système de fonctionnement de pilotage du vaisseau, et du coup ben, ça ne pourra pas fonctionner. Ça c'est un système qui est basé sur un système pléadien, sur des vaisseaux pléadiens. C'est une, c'est, c'est très sécurisant en fait, parce que non seulement ça n'autorise que ben, la race humaine à utiliser le vaisseau, mais en plus, c'est plus spécifique que ça, c'est-à-dire que c'est réglé pour qu'il y ait que telle ou telle personne avec tel ou tel ADN qui puisse faire fonctionner le vaisseau. Donc, par exemple, il peut y avoir que la liste de tous ceux qui sont experts en navigation stellaire, euh, dont l'ADN a été enregistré dans l'intelligence artificielle du vaisseau, qui peuvent entrer en résonance avec le système de démarrage du vaisseau. Et puis ben, les autres membres de l'équipage qui ne sont pas listés, sont pas dans cette liste, ils pourront toujours essayer de démarrer le vaisseau ou de prendre le contrôle du vaisseau, ça ne marchera pas. Donc c'est un système très sécurisé, c'est fait exprès pour éviter qu'il y ait des personnes qui prennent le contrôle du vaisseau qui ne sont pas amenées à le faire. Euh, Ensuite, une fois que le démarrage est fait, la prise de contrôle du vaisseau est faite,
Bon, déjà, elle est essentiellement pilotée par de l'intelligence artificielle, mais les, ceux qui sont les pilotes peuvent prendre le contrôle manuellement, entre guillemets, sur certains aspects du pilotage seulement. Euh, ils ont une marge de manœuvre assez importante. Donc en fait, tous les paramètres de navigation peuvent être gérés entièrement par l'intelligence artificielle, mais aussi tous ces paramètres, et de façon sélective, peuvent être aussi gérés par l'intelligence humaine. Euh, donc c'est juste que euh, les pilotes en général ils vont se focaliser sur les paramètres qui les intéressent le plus, euh, qui sont les plus pertinents par rapport à leur mission à un moment donné, et le reste ils vont le déléguer à l'intelligence artificielle. Euh, il y a bien sûr plein de procédures de sécurité qui font que si, si à un moment donné l'ensemble du vaisseau est géré en uniquement en intelligence artificielle, il y a plein de procédures de sécurité qui sont mises en place, qui peuvent par exemple réveiller un pilote qui est en période de sommeil automatiquement, et lui faire prendre conscience immédiatement d'une problématique urgente par télépathie. L'intelligence artificielle lui envoie toutes les informations critiques sur lesquelles il peut être amené à prendre une décision. Et donc à ce moment-là, c'est une intelligence humaine qui pourra prendre une décision très importante dans l'urgence, alors qu'elle aurait très bien pu être prise par une intelligence artificielle. Mais donc il y a vraiment des procédures interactives entre les commandes de l'intelligence artificielle et celles de l'être humain. Euh, et donc voilà, c'est vraiment l'intelligence artificielle au service de l'humain, et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de prise de contrôle de l'intelligence artificielle qui, comment dire, dépasserait les limites de ce qui est éthiquement acceptable pour l'être humain, quoi. C'est vraiment bien équilibré en fait. Donc ça c'est pour la partie commande du vaisseau. Ensuite, il y a des chambres pour dormir. Et je vois des espèces de capsules de lévitation. C'est-à-dire que il n'y a pas de lit, il n'y a pas de banquette. La personne se déshabille, euh, elle s'allonge, elle s'allonge sur une espèce une espèce de petite banquette, et puis ça s'allume à l'intérieur, et le corps lévite, se met à léviter de 30-40 cm, et ça fait office de matelas en fait. Donc la personne, elle a la sensation d'être dans un espèce de cocon. La lumière, elle baisse ensuite, et en plus, c'est régulé parfaitement au niveau température,
qui fait que c'est extrêmement apaisant. Euh, il y a des ondes euh, qui sont pas des ondes acoustiques qu'on peut entendre, mais c'est dans le secteur des ultrasons. Ces ultrasons qui sont émis tout autour du corps physique ont une faculté pour provoquer la relaxation. Et ça favorise l'entrée dans le sommeil et un sommeil plus profond. Donc les personnes qui vont dormir comme ça dans leur chambre, entre guillemets, c'est des espèces de petites chambres, ils vont pas dormir très longtemps parce que le sommeil va être très réparateur et ils vont s'endormir très rapidement. Je vois seulement en l'espace de 5 minutes, quasiment ils s'endorment dans un sommeil profond et ils dorment à peu près 2 heures et ça leur fait une nuit, l'équivalent d'une nuit pour nous. Donc ils n'ont pas besoin de dormir beaucoup. Et puis ben, ils ont une qualité de sommeil très efficace. Donc ça c'est pour les chambres. Alors dans les chambres il y a aussi entre guillemets un petit coin cuisine euh, avec la plupart du temps il y a un réplicateur donc pour se faire de la nourriture notamment, euh, avec des programmes préenregistrés. Euh, donc c'est un peu comme un petit catalogue en ligne. On sélectionne un produit et puis on appuie sur un bouton ça ressemble un peu à un micro-ondes. Et puis paf, le produit se matérialise à l'intérieur du réplicateur et puis la personne consomme ce qu'elle a consommé. Puis il y a aussi une espèce de poubelle désintégrateur. C'est le même principe que dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de créer à partir de l'énergie, ça crée le réplicateur lui crée de la matière à partir de l'énergie. Ben là c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça transforme l'objet qui est jeté dans la poubelle, ça le transforme en énergie, donc il se désintègre. Donc il n'y a pas d'accumulation de déchets. Et en général, il y a le désintégrateur qui est situé tout près du réplicateur. Donc voilà, il y a une petite table au milieu de la pièce, et puis comme ça, ben, la personne elle prend ce qu'elle veut dans le réplicateur, elle consomme, et puis une fois que c'est consommé, ben, elle le détruit dans le destructeur. Paf, il n'y a pas de déchets, c'est rapide et c'est efficace. Euh, je vois quelques chambres avec des plantes. Euh, Il y en a qui font un petit peu, euh, qui cultivent un petit peu des petites plantes en pot pour avoir des produits frais. Euh, alors, ils peuvent en avoir autrement, hein, aussi, c'est juste aussi pour le plaisir d'avoir une petite plante dans leur chambre. Parce qu'il y a aussi dans le vaisseau mère, il y a des zones de culture. Euh, il y a des parcs et puis il y a aussi des zones de culture avec des serres. Et là, il y a la culture de légumes, de plein de choses à manger fraîches.
bien sûr sans utiliser de pesticides. C'est super bio et enfin, le niveau de nutrition de tout ce qui est produit est extrêmement élevé par rapport à ce qu'on peut trouver sur la Terre actuellement, y compris dans le bio. Euh, Comme ils utilisent beaucoup tout ce qui est énergie subtile et c'est super bien maîtrisé, en fait, ça optimise aussi la vitalité des plantes qui sont cultivées. Tous les fruits et légumes qui sont cultivés, ils sont vraiment plein de vitalité. Ils sont très dynamisants et ils sont très nourrissants aussi, du coup, puisque énergétiquement, ils sont gonflés d'énergie. Donc, en fait, les réplicateurs, c'est plus pour de la nourriture, on va dire, entre guillemets, morte. C'est pas tellement du vivant. Enfin, il peut y avoir des trucs vivants, mais c'est pas. Ça va plutôt être, par exemple, pour manger une pizza ou choses comme ça. Et sinon, pour tout ce qui est nourriture fraîche, vivante, c'est-à-dire des fruits, des légumes, etc., ça va être plutôt des choses qui vont être cultivées dans des serres à l'intérieur du vaisseau mère, hein. Et donc, euh, il y a plusieurs niveaux. Euh, il y a plusieurs niveaux parce que mais c'est collecté. Il y a des zones avec des grands parcs, des grands arbres, hein. Vraiment, quand on se promène dans ces forêts-là, euh, comment pourrait-on imaginer qu'en fait on est en réalité à l'intérieur d'un vaisseau mère? Franchement, si on était brutalement emmené en plein milieu de la forêt comme ça, euh, on en serait à mille lieues d'imaginer qu'on est en fait en plein dans l'espace à l'intérieur d'un vaisseau mère. C'est inimaginable. On croit vraiment qu'on est sur une planète et puis là pour le coup, il y a des arbres qui ressemblent à ceux qu'on peut trouver sur la Terre. Donc, euh, si on se retrouve dans cette zone de la forêt, franchement, si on n'est pas prévenu, on se dit, bah, on est sur Terre. On pense même pas à autre chose, quoi. Et l'illusion est presque parfaite. Mais bon, bien entendu, il y a eu des arbres qui sont issus euh, d'arbres terrestres, mais déjà sur la nouvelle Terre, il y a de nouvelles espèces par rapport à actuellement, et donc aussi bien pour les arbres que pour d'autres choses. Donc il y a ça, puis en plus le fait que euh, toute la végétation qui a été mise en place euh, dans ces vaisseaux mères, elle utilise aussi des, des arbres et puis d'autres plantes qui ont été obtenues sur d'autres planètes que la Terre. Donc la diversité est beaucoup plus grande. Mais il y a quand même des zones
qui sont exprès faites pour ressembler beaucoup à la végétation de la Terre. C'est exprès, c'est volontaire. Et puis il y a des zones où c'est volontairement beaucoup plus mixé, mélangé, où là ils ont fait exprès d'ajouter des arbres par exemple qui n'existent pas du tout sur la Terre, des fleurs qui sont complètement inconnues de la Terre, etc., quoi. Euh, Il y a des mousses aussi, des mousses qui sont très très différentes sur d'autres planètes par rapport à la Terre, et ces mousses-là sont importées pour les mélanger. Alors il y a il y a des paysagistes, hein, des concepteurs paysagistes qui sont qui passent leur temps en fait à rechercher qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre ensemble pour composer un peu c'est comme une composition architecturale, mais sur le plan végétal. Leur boulot, c'est d'aller explorer quels sont qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter dans ces grands vaisseaux mers, comme nouvelle variété d'arbres, en allant explorer sur certaines planètes qu'est-ce qu'il y a comme autre variété qui pourrait importer dans ces parcs de vaisseaux mers. C'est un job assez chouette, hein, je trouve que euh, parce que ben du coup il y a un aspect artistique, créateur, et puis en plus ben, ils sont amenés à visiter pas mal d'écosystèmes sur d'autres planètes pour savoir ce qui s'y trouve et qu'est-ce qui peut pousser, dans quelles conditions, et comment ils peuvent adapter les conditions pour que ça puisse s'intégrer dans le reste de ce qui a été composé dans ces parcs intra-vaisseau-mer. Et ouais, c'est pas mal comme job. C'est des paysagistes interstellaires, on pourrait dire. Alors les parcs comme ça, hein, ils sont grands, hein. Comme j'ai expliqué, la taille déjà du vaisseau, donc il y a des parcs qui font plusieurs kilomètres de long, hein. Là, si je regarde le vaisseau sur lequel me suis focalisé, là, je vois que le parc, en longueur, il fait 20 à 30 km de long. Euh, il est réparti sur plusieurs niveaux parce que il y a le niveau qui correspond à la surface terrestre, pour comparer. Et puis en dessous, il y a des niveaux qui correspondent à des zones de grottes ou des zones aquatiques, sous-marines, euh, où il y a d'autres formes de vie qui sont importées. Et, euh, et donc ça, c'est un autre niveau qui est en dessous. Euh, Dans les zones de grottes comme ça, ils ont tendance à faire pousser des champignons qui ont besoin de pas mal d'humidité et peu de lumière.
Alors, il y a d'autres champignons qui poussent en surface, notamment dans les forêts, mais il y a ceux qui poussent plutôt en souterrain, dans les grottes comme ça. Donc il y a des cultures de champignons à cet endroit-là aussi. Euh, oui, c'est essentiellement sur. Alors il y a le niveau, donc un souterrain qui peut être soit de la grotte, soit de la partie sous-marine d'un lac artificiel, entre guillemets. Et puis, donc, il y a la surface terrestre, et puis il y a aussi, allez, à un étage supérieur, il y a c'est comme des espèces de petites îles en suspension euh, anti-gravité, enfin, qui flottent dans l'air, des espèces de petites îles. Et là, il y a d'autres formes d'animaux, euh, notamment des oiseaux. Euh, Ça va surprendre, mais je vois aussi des petits dragons. Des petits dragons, ils sont pas costauds, hein, c'est des petits quoi. Ils font la taille pas plus gros qu'un mouton. Euh, enfin, les ailes sont assez larges, mais quand elles sont repliées, ça fait à peu près la taille d'un mouton. Et ils sont là sur des espèces de rochers en suspension là, et ouais, ils sont un peu comme des oiseaux avec les oiseaux quoi, mais ils sont particuliers forcément, c'est pas des vrais oiseaux, mais ils se mélangent bien aux oiseaux en fait. Parce que là, les autres oiseaux, c'est quand même des gros, hein, j'en vois des gros quand même, qui sont presque de la même taille qu'eux. Sauf que, ben voilà, il y a quand même une différence entre une tête de dragon et une tête d'oiseau, quoi. C'est pas la même chose. Puis même le corps, là, les dragons que je vois, ils sont un peu blancs. Ils ont un corps qui ressemble. Alors, quoi je pourrais décrire ça? Euh, Ça ressemble un peu à une hippocampe, la forme du corps. Euh, ouais, c'est un peu ça. Ça ressemble à une hippocampe. C'est presque blanc. Voilà. Et donc ils sont là sur ces espèces de d'îles flottantes. Flottantes pas dans l'eau, mais dans l'air, en suspension. Et puis j'ai l'impression qu'en fait ces dragons-là, ils sont vraiment connectés aux oiseaux en fait. Ils sont très. C'est, on pourrait presque dire que c'est comme une espèce de variété particulière d'oiseaux. Euh, Ils se sentent mélangés avec eux. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un mélange, une association avec les oiseaux, le monde des oiseaux qui est forte pour eux. Et pourquoi il y a des dragons à cet endroit-là? C'est parce que en fait, les êtres humains se sont reconnectés au monde des dragons et ils ont besoin d'être en contact avec eux. Beaucoup d'êtres humains de la Nouvelle Terre ont vraiment besoin de garder un contact avec des dragons. Donc c'est pour ça qu'il y en a sur ces biosphères, ces parcs. Euh,
C'est pas comme un animal domestique, mais c'est quand même c'est comme un attachement, on va dire, affectif particulier. Donc c'est pour ça. Et puis les dragons sont là de leur propre volonté, hein. Ils sont pas, on les a pas forcés à venir là, hein. Si ils sont capables déjà ils maîtrisent tout ce qui est portail interdimensionnel, donc s'ils veulent pas rester, ils peuvent partir sans problème, hein. C'est juste que justement, eux aussi, ils aiment avoir le contact avec l'être humain. Et donc, en venant dans ces endroits-là, ils peuvent avoir l'opportunité d'avoir des contacts fréquents avec les êtres humains. Et donc, voilà, c'est un choix libre de chacun. Donc ça, c'est pour les biosphères, hein, les grands parcs en fait, donc qu'on voit dans ce vaisseau mère. Ensuite, donc il y a des zones qui sont plus spécifiques à la propulsion du vaisseau. Donc là, c'est une zone qui est située en plein cœur du vaisseau, avec un ensemble de cristaux géants parce que ils sont énormes, ces cristaux. C'est des cristaux qui ont été fabriqués de façon synthétique. Et ils sont parfaits au niveau géométrique. Et ils ont une longueur, c'est impressionnant en fait. Je dirais que la longueur c'est 1 à 2 km de long. Il y en a une dizaine ou une quinzaine de cristaux comme ça qui font cette longueur-là, 1 à 2 km de long. Et ils sont répartis en cercles, euh, verticalement en cercle. Donc la longueur du cristal est dans la partie est disposée de façon verticale par rapport au vaisseau. Et ils sont disposés les uns à côté des autres en forme de cercle. Euh, Ça fait un peu comme Stonehenge pour donner une idée, c'est-à-dire que ça fait des barres verticales comme ça qui sont disposées en cercle. Et donc voilà, c'est au niveau du cœur du vaisseau. Il y a ces cristaux-là, cette quinzaine de cristaux en géant en cercle comme ça. Et il y a autour de ces cristaux, il y a, je vois plusieurs tubes circulaires qui entourent l'ensemble des cristaux. Donc c'est comme s'il y avait des cercles, comme des cerceaux autour des cristaux. Et ces tubes circulaires contiennent, c'est c'est pas du mercure liquide, mais c'est une substance qui se transforme en plasma et qui tourne extrêmement vite tout autour ça tourne très très rapidement
euh, autour des cristaux. Et ça génère ce système-là, ça génère un énorme champ magnétique toroïdal, et ça a pour effet de, de faire comment dire, ça bloque la gravitation. Ça annule quasiment la gravitation tout autour du vaisseau. Ça veut dire que euh, ensuite il peut être propulsé très facilement puisqu'il a quasiment plus de masse. Euh, Ça sert aussi pour changer l'état vibratoire du vaisseau, et lui permettre de faire des sauts dans l'hyperespace. C'est une forme de téléportation en fait. Donc ça c'est une partie du mode de propulsion, mais complètement à l'arrière du vaisseau, il y a des espèces de réacteurs, et ce sont des réacteurs qui sont utilisés pour des déplacements de courte distance, notamment à l'approche de planètes. Là, on dit que c'est basé sur des technologies nucléaires. Euh, c'est lié à l'antimatière. Euh, ouais, ça utilise le principe de l'antimatière pour faire de la propulsion sur des petites distances. Donc le moyen principal pour le déplacement longue distance, c'est cette espèce de saut dans l'hyperespace. Et puis ensuite, tout ce qui est déplacement pour se rapprocher plus d'un point, mais en ayant fait l'essentiel du trajet, c'est avec de la propulsion basée sur nucléaire, basée sur l'antimatière. Donc ça c'est au niveau de la propulsion. Alors il y a des systèmes de défense hein, aussi, hein, parce que ben, évidemment dans l'espace, euh, il n'y a pas que des gens bienveillants, n'est-ce pas? Donc il faut quand même pouvoir se défendre au cas où on rencontre des êtres mal intentionnés. Donc il y a des systèmes de laser c'est des lasers qui désintègrent en fait à distance un objet. Ces systèmes de laser, ils sont répartis sur quasiment toute la surface du vaisseau, et donc les lasers peuvent partir dans toutes les directions, et quelle que soit la zone où se trouve l'objet qui menacerait le vaisseau, il peut être désintégré à distance très très facilement. Quand c'est renvoyé, cette émission laser, ça se déplace à la vitesse de la lumière, hein, donc c'est très rapide. Et quand ça touche l'objectif, en fait ça fait comme les poubelles désintégratrices, c'est-à-dire que le vaisseau se désintègre, l'objet en question se désintègre. Ça laisse aucune trace. Ça, Ça prend l'objet s'illumine très temporairement, et ensuite c'est comme si ça implosait sur soi, et ça disparaît complètement. On voit ça dans certains films de science-fiction, mais c'est vraiment ce qui se passe avec
cette technologie, hein. Voilà. Quoi dire d'autre sur ces vaisseaux mers? Bon, il y a aussi dans les vaisseaux mers, il y a des grandes salles de loisirs, euh, des salles de, c'est pas des salles d'attente, mais enfin c'est des salles, des grands couloirs où les gens peuvent discuter, prendre des boissons. Il y a des salles de conférence, des grandes salles de réunion, il y a des amphithéâtres pour suivre des cours. Il y a, il y a aussi des piscines, enfin l'équivalent de piscine, parce que c'est pas vraiment des piscines, mais ça ressemble des lacs artificiels en fait. Alors il y en a dans les parcs, mais il y en a aussi qui sont juste séparés des parcs et qui sont juste comme des grandes piscines, euh, juste pour nager quoi. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre dans ce vaisseau? Alors il y a aussi des grands hangars pour stocker tous les petits vaisseaux qui vont sortir du vaisseau mère. Donc ça c'est situé plutôt dans la partie inférieure du vaisseau mère, par en dessous en fait, les entrées c'est par en dessous. Il y a des espèces de des grands sas qui permettent d'accéder à ces hangars. Et là, il y a stocké une grande quantité de vaisseaux, euh, plus petits que le vaisseau mère, bien sûr. Euh, et il y en a de toutes les tailles quand même, c'est-à-dire quand même assez varié, hein. Il y a vraiment des tout petits vaisseaux, puis il y en a quand même qui sont assez costauds, assez gros, hein. Je dirais, il y en a certains, ils font la taille à peu près d'un porte-avions en longueur. C'est déjà pas mal. Et puis il y en a beaucoup, quoi. Ils sont tous stockés, alignés, garés, en fait, euh, en ligne, comme ça. Euh, il y a des sas de nettoyage, de décontamination, parce que, en fait, ces vaisseaux-là, des fois, ils interviennent sur d'autres planètes où il peut y avoir des organismes, des virus, pas des virus, mais enfin des substances qui peuvent être euh, contaminantes. Et donc, les vaisseaux passent par des sas de nettoyage, en fait, de décontamination, avant d'être stockés. Et les pilotes, les membres des équipages de ces vaisseaux-là, euh, pareil, eux aussi passent par des sas spécifiques de décontamination, de nettoyage, pour s'assurer que une fois qu'ils rentrent dans le vaisseau mère, ils risquent pas de contaminer qui que ce soit dans le vaisseau mère, parce que les vaisseaux mères, c'est quand même une grande quantité de population. Là, pour donner une idée, sur un gros vaisseau mère comme ça, la population, ça peut varier jusqu'à 1 million de personnes quand même, à peu près. Donc ça fait déjà, il ne s'agit pas de contaminer tout le monde, quoi. Donc il y a des procédures assez strictes par rapport à ça.
Euh, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur ce vaisseau mère, en sachant donc que ça c'est des ces vaisseaux mères, ils ont été construits avec l'aide d'autres êtres extraterrestres et ça s'est fait progressivement. C'est quand même ça met un certain temps quand même pour construire un vaisseau comme ça, mais ça se fait par technologie modulaire, c'est-à-dire que il y a certaines modules du vaisseau qui sont construits séparément avec en parallèle, en parallèle d'autres modules qui sont construits. Euh, et ensuite tout est rassemblé pour faire le vaisseau entier. Donc ça peut sembler énorme à construire, mais une fois que finalement les tâches sont réparties et sont faites de façon parallèle, c'est pas si énorme que ça en fait. Et puis il y a le bénéfice de toute la technologie des réplicateurs qui fait que il y a énormément de choses qui se répliquent rapidement et du coup ça accélère les processus de fabrication. Voilà, donc ben, des vaisseaux comme ça, des vaisseaux mers comme ça sur l'humanité de la nouvelle Terre que je vois, j'en vois à peu près 30-40 qui existent. Au moment où j'explore là ce vaisseau mère, il y en a une trentaine, une bonne trentaine d'origine humaine de la Terre. Et ils sont pour la plupart dispersés dans tout l'univers euh, pour interagir avec d'autres civilisations. Il y a plein de raisons à la- à leur déploiement, mais c'est, pour beaucoup, c'est pour les interactions avec d'autres civilisations euh, et l'exploration d'autres mondes, quoi. Euh, voilà. Et puis bien sûr, il y a des portails qui connectent les différents vaisseaux mers. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur de l'un de ces vaisseaux mers, on peut prendre un portail et puis se retrouver immédiatement dans un des autres vaisseaux mers de cette série de vaisseaux mers humains. Donc c'est très, très facile de passer d'un vaisseau mère à un autre, même si les deux vaisseaux mères sont chacun entre guillemets aux extrêmes opposés d'un univers. Euh, donc c'est comme un réseau d'exploration de l'humanité de la nouvelle Terre.